As mentioned, Dr. Dukanda is a MD qualified in child health and development and expert on the issue of screens and children. She is a founding member of CAUSE, Collectif sur Exposition Écran, a member of Screenpeace, a member of Ensemble pour la petite enfance, and a UNESCO speaker. Dr. Dukanda's approach is to support parents and professionals in childhood and healthcare as they face the growing challenges of screen overexposure, and above all, to offer effective solutions. It was while working for 20 years as a PME doctor with very young children that she discovered the impacts of overexposure to screens. Often referred to as a whistleblower on this subject, she raises awareness in a benevolent way about the effects of screens on child development and provides concrete ideas to parents to help. Dr. Dukanda gives many conferences to families and professionals in France and abroad. In 2020, she created the first consultation in France dedicated to overexposed children and teenagers. In 2021, she published the book Les tout-petits face aux écrans, Comment les protéger? That is, Young Children Facing Screens, How to Protect Them, with Litos Publishing. Before we listen to Dr. Dukanda, just a quick reminder to everyone to select the correct audio channel if you haven't already. Dr. Dukanda, we're listening to your presentation. Dr. Dukanda, vous pouvez commencer votre présentation. Bonjour, est-ce que vous voyez bien ma présentation? Oui. Oui, oui. Très bien. Je réduis ici. Voilà. Alors déjà, c'est un grand honneur pour moi que de participer à cette rencontre internationale sur le thème du temps d'écran et du développement du petit enfant. Et je remercie beaucoup Wilder Nicholson et toute l'équipe et qui est à l'origine de cet événement. Alors, l'enfant d'aujourd'hui a toujours les mêmes besoins pour se développer que l'enfant d'autrefois. Mais il ne grandit plus du tout dans le même environnement. Or, on sait que le développement de l'enfant va dépendre en partie de la génétique, bien sûr, et en grande partie, en plus grande partie du développement de l'environnement dans lequel il grandit. Les enfants d'aujourd'hui grandissent dans des familles, dans les pays occidentaux, où il y a plus de 10 écrans par foyer. Toute la famille est connectée et consommatrice d'écrans. C'est devenu, dans les pays occidentaux, la première activité des enfants en dehors du sommeil et la première préoccupation éducative des parents. Et les parents m'appellent, m'écrivent, m'appellent au secours pour trouver de l'aide, pour arriver à gérer la consommation d'écran de leurs enfants de tout âge. Alors, les grandes entreprises du jouet pour enfants ont bien compris qu'il y avait des profits à faire dans ce domaine. Et depuis quelques années, nous voyons commercialiser des écrans pour les tout petits. Des baby-tablettes éducatives, des robots avec des grands écrans LED. Ah, ça passe automatiquement, c'était pas prévu. Et dernièrement, a été commercialisé mon premier kit de télétravail pour les bébés dès 18 mois. Alors, nous avons depuis quelques années des chaînes YouTube dédiées aux tout petits de 0 à 3 ans qui diffusent des milliers de vidéos 24 heures sur 24, comme Les Titounis ou Cocomelon. Cocomelon est la chaîne YouTube le programme YouTube le plus visionné dans le monde. C'est des milliards de vues par mois, plus que Disney et Netflix réunis. Les temps d'écran sont de plus en plus importants chez les enfants, surtout depuis la crise du Covid, où on a massivement utilisé les écrans pour toute la famille. Et nous avons une enquête française qui a été diffusée en 2022, qui montre que les tout petits de 0 à 2 ans passent plus de 3 heures par jour devant les écrans. Les enfants d'école maternelle de 3 ans à 6 ans passent 3h41 par jour devant les écrans en semaine, et ça passe à plus de 6 heures par jour le week-end. Le tout petit, pour se développer,
a bien sûr des besoins physiologiques, manger, boire, respirer. Mais il a besoin euh, de besoins essentiels sur le plan psychique et affectif. Et le premier besoin qu'il a, c'est de créer une relation forte et privilégiée avec ses parents, qu'on appelle la relation d'attachement, indispensable au développement de l'enfant. Sans relation d'attachement, il n'y aura pas de développement harmonieux de l'enfant. Et ça passe par tous les canaux sensoriels. La vue, l'audition, le toucher, le goût, l'odorat. Le bébé a besoin de se sentir aimé par ses parents et de sentir des parents pleinement disponibles pour lui. Le regard des parents sur le bébé est un puissant facteur de stimulation, un puissant facteur stimulant de son développement. Quand l'enfant a développé cette relation d'attachement, il développe une sécurité affective qui va l'encourager à explorer le monde par tous ses sens et tout son corps. Et c'est par l'exploration du monde par ses sens que l'enfant va pouvoir se développer, notamment au niveau cérébral. Tous les sens de l'enfant vont apporter des informations au cerveau. C'est chaud, c'est froid, c'est lourd, ça pique, c'est grand, c'est petit. Et en arrivant au cerveau, les informations sensorielles entraînent la création de 1000 nouvelles connexions cérébrales par seconde. Il n'y a pas que le temps d'écran, le temps d'enfant face à l'écran qui compte. Il y a aussi un écran dont les parents ne se méfient pas encore assez. C'est la télévision allumée dans la pièce où évolue le petit enfant. Et dans les pays occidentaux, une famille sur deux au moins a l'habitude de laisser sa télé allumée. Je vais vous passer une petite vidéo qui montre comment un bébé de 20 mois est empêché d'explorer le monde à cause de l'écran allumé. Je ne sais pas si on entend bien le son. Il trouve une balle. Il la prend dans les mains, il est capté par la télé et il laisse tomber la balle. Il est capté par la télé et il a oublié qu'il avait la balle dans la main. Si vous entendez bien le son, on entend que ce sont des dessins animés en anglais. J'avance un petit peu. Ce petit garçon trouve un petit objet par terre. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il est capté par la télé et il jette. Ethan. Ethan, brush your hair. Donc, nous voyons que la maman l'appelle et ce petit bébé de 20 mois ne réagit pas à son prénom alors que tous les bébés qui vont bien réagissent à leur prénom dès 9 mois. Cette maman filme son bébé comme toutes les mamans le font et elle n'a pas la notion de la toxicité, de la nocivité de la télé allumée qui prive l'enfant d'interaction humaine et d'exploration. Alors, une autre exposition indirecte aux écrans qui est nocive pour le développement du bébé, c'est la technoférence, c'est-à-dire l'interférence de l'outil numérique dans la relation entre le parent et l'enfant. Les parents sont avec l'enfant, ils l'ont dans les bras, ils le tiennent par la main, mais ils sont notamment captés par leur smartphone. Ils sont présents physiquement, mais ils sont complètement absents psychiquement et émotionnellement. Si les parents utilisent leur téléphone ou répondent à une notification une ou deux fois dans la matinée, il n'y aura aucune conséquence sur les interactions parents-enfants. Mais nous recevons aujourd'hui une notification sur nos smartphones toutes les 40 secondes. Et ça coupe à chaque fois la relation parent-enfant, empêchant la relation d'attachement de se construire correctement. L'enfant privé de ses besoins essentiels, interagir de façon fréquente et d'égalité avec des humains disponibles pour lui, et notamment ses parents, et explorer le monde réel en 3 dimensions avec tous ses sens, entraîne donc des retards dans tous les domaines. Des retards de langage. La chercheuse américaine Rachel Barr a montré que quand l'enfant regardait une vidéo, en dessous de 3 ans, avant que l'enfant ait construit un langage correct, structuré, les informations ne prennent pas de sens dans son cerveau et le cerveau ne peut pas traiter les informations. Ils ont appelé ça, avec son équipe, le déficit vidéo ou le déficit de transfert. Donc quand un enfant de 6 ans regarde un dessin animé, il comprend les scènes et il comprend les dialogues. Quand un bébé de 1 an, de 18 mois est devant un écran, même si c'est sa maman ou son papa qui lui parle, ça ne prend pas de sens pour lui. Donc
ce qu'il regarde et ce qu'il voit sur l'écran est imprégné dans son cerveau. Il répète les scènes des dessins animés, les chiffres, les lettres, l'alphabet, mais il ne peut pas les utiliser pour construire un langage et communiquer avec un humain qu'il regarde dans les yeux. Évidemment, on a des retards intellectuels, des retards moteurs, la relation à l'autre qui est entravée, des difficultés à focaliser son attention, et puis des intolérances à la frustration et à l'effort, et aussi des pleurs. Quand l'enfant est devant un écran, ça ne prend pas de sens pour lui et c'est du stress, de l'agressivité et des troubles du sommeil, puisque la mélatonine est entravée dans sa synthèse à cause de la lumière bleue émise par les écrans. Je m'arrête quelques instants sur des symptômes qu'on voit de plus en plus dans nos patientèles, des mouvements répétitifs, des gestes restreints et des stéréotypies. La stéréotypie la plus fréquente, c'est le flapping, où l'enfant, il remue les mains comme un oiseau. Le spinning, l'enfant tourne sur lui-même comme une toupie. Les portes, les interrupteurs qu'il ouvre et ferme sans arrêt. Les petits trous des voitures qu'il fait tourner au lieu de prendre la voiture et de l'utiliser dans un jeu symbolique. Vroom vroom, la petite voiture roule. Ou des enfants qui restent 1 heure devant une fenêtre, un miroir, une lumière, un mur sans bouger. Nous avons aussi des enfants qui alignent les jouets, comme sur cette photo, en étant en incapacité de jouer avec les jouets. Ces symptômes, on les retrouve dans l'autisme ou dans le TSA, trouble du spectre autistique. Pourquoi les enfants surexposés aux écrans développent-ils ces symptômes? La réponse vient de Bordeaux, où, quand j'ai fait ma vidéo d'alerte sur YouTube en 2017, un journal français, le Midi Libre, interroge le chef de service de neuropédiatrie de l'hôpital de Bordeaux pour lui demander qu'est-ce qu'il pense de ma vidéo. Le docteur Pédespan répond ceci. Une exposition précoce, intense et répétitive de stimulation visuelle et sonore est susceptible d'envahir certains circuits neuronaux qui initialement étaient voués à d'autres fonctions. Le développement cérébral se ferait de façon aberrante. Ça veut dire que non seulement tout le temps d'écran prive le bébé de ses besoins essentiels, interagir et explorer, mais qu'en plus, les stimulations visuelles et sonores émises de l'écran vers le bébé ne sont pas neutres et créeraient dans son cerveau des mauvaises connexions cérébrales qui prendraient la place des bonnes. Il faut savoir que le bébé construit des milliards de connexions cérébrales jusqu'à 18 mois. Et à 18 mois, le cerveau va faire un tri. Il va supprimer certaines connexions cérébrales. C'est ce qu'on appelle l'élagage synaptique. Le cerveau ne va pas supprimer les mauvaises connexions cérébrales et garder les bonnes, ce serait trop bien. Il va supprimer les connexions les moins utilisées par le cerveau de l'enfant. Parce qu'il se dit, si elles sont peu utilisées, c'est qu'il n'en a pas besoin. Donc si un enfant passe 3-4 heures par jour devant un écran, ce qui est très fréquent aujourd'hui, qui crée des mauvaises connexions dans son cerveau, et seulement 1 ou 2 heures par jour d'un environnement adapté à son développement. Un papa qui lui fait un câlin, une maman qui lui parle. Il va jouer dans la nature. Le cerveau va supprimer toutes les bonnes connexions et ne garder que les mauvaises. Et dans ma pratique clinique, 95% des familles qui viennent en consultation me disent, Madame Ducanda, jusqu'à 18 mois, mon bébé répondait à son prénom, nous regardait dans les yeux, comprenait quand on lui parlait, faisait des câlins, pointait avec son doigt dans sa bulle. Il fait du flapping et il ne répond plus du tout à nos interactions. Il est complètement coupé du monde. Alors, je m'attarde aussi sur des troubles liés qui sont les troubles de la relation et de la communication. Bien avant de savoir parler, un tout petit communique avec ses parents, avec les yeux, avec les mains, en pointant en direction d'un objet pour que ses parents regardent avec lui, en sollicitant ses parents pour être près d'eux, faire un câlin. Si le petit sollicite ses parents et que les parents ne répondent pas à cette sollicitation, notamment parce qu'ils sont très captés par leurs écrans, et c'est pas de leur faute, c'est un phénomène de société aujourd'hui dans le monde entier, le petit enfant va avoir 2 styles de réaction. Soit il va devenir insupportable, crier, bouger, gesticuler pour attirer davantage le regard de ses parents sur lui. Soit il va arrêter de solliciter ses parents parce qu'ils ne répondent pas. Si en plus on vient de lui acheter la baby tablette éducative, il n'y a plus du tout ou presque plus de communication
entre le tout petit et ses parents. Et les parents me disent en consultation, on n'a pas compris que c'était dangereux. On n'a pas compris que c'était inquiétant. On s'est dit, il est grand, il sait s'occuper tout seul, il sait jouer tout seul, il est autonome. Et maintenant, on se rend compte que c'est un problème. Si les enfants présentent un trouble de la communication et des interactions associé à des stéréotypies, tous les parents ont la même démarche. Ils vont regarder sur Internet de quoi il s'agit. Et tous les parents tombent sur l'autisme ou le TSA, le trouble du spectre autistique, qui est un diagnostic clinique, rappelons-le. Si les parents sont inquiets et vont voir un spécialiste de l'autisme, et que ce spécialiste n'est pas du tout formé sur les écrans, comme c'est un diagnostic clinique, il va passer des tests d'observation et le petit enfant surexposé aux écrans va cocher toutes les cases. Il répond pas à son prénom, il fait du flapping, il sollicite pas ses parents, il ne pointe pas du doigt. Et ce petit enfant risque d'avoir un diagnostic d'autisme alors qu'il est surexposé aux écrans. En France, nous avons décidé de nommer ce syndrome le syndrome épais, syndrome d'exposition précoce et excessive aux écrans. Parce que quand j'ai commencé à parler en 2018 d'autisme virtuel à l'initiative du psychologue Marius Theodor Zamfir en Roumanie, parce qu'il n'y avait pas de nom pour décrire ces enfants, j'ai subi des attaques de la part de certaines associations de parents d'enfants autistes extrêmement virulentes. J'ai ensuite été complètement soutenue par l'Ordre national des médecins en France, mais j'ai choisi, avec d'autres médecins, et c'est le cas de plus en plus en France, de parler de syndrome épais, avec aussi le professeur Daniel Marcelli, qui était un éminent pédopsychiatre en France. Ce sont donc des enfants qui ont plus de 4 heures d'écran par jour, entre 0 et 3 ans, ou la télé allumée en permanence à la maison, et qui développent des syndromes semblables à l'autisme, qu'on peut confondre avec le trouble du spectre autistique. Alors j'ai des exemples, hein, j'ai des centaines de demandes depuis 2018, comme ce petit enfant de 32 mois qui a été diagnostiqué trouble du spectre autistique par un centre spécialisé en France. Les symptômes étaient sévères. Aucune interaction, on ne croise jamais son regard. Il est en incapacité de jouer et jette tous les objets. Il passe 80% de son temps à se frapper la tête ou le bras et il ne sait dire qu'un seul mot, daddy. La télévision est allumée en permanence depuis qu'il est né et il passe des heures à regarder Dora l'exploratrice ou La Reine des Neiges avec sa grande sœur de 8 ans. 2 mois après le diagnostic, le papa tombe sur ma vidéo d'alerte sur Internet. Il m'appelle et avec la maman, ils sont d'accord pour stopper tous les écrans le soir même. Pendant 2 semaines, Adam va faire une crise de sevrage extrêmement violente en se frappant la tête avec la tablette éteinte plusieurs fois par jour. 6 mois plus tard, les parents m'envoient une vidéo et les progrès sont très importants. Adam joue, interagit avec son papa, communique avec des phrases. En 2019, 2 ans plus tard, je propose aux parents de refaire un diagnostic d'autisme dans un autre centre que le premier. Et après plusieurs jours de bilan, le diagnostic et la conclusion sont sans appel. Il interagit de façon fréquente et de qualité, il exprime ses émotions, il partage avec son entourage et il a développé un très bon langage. Et la conclusion nous dit qu'il n'y a aucun élément en faveur d'un trouble autistique. Donc ce petit garçon a été diagnostiqué autiste en 2017 et plus du tout autiste en 2019. Et c'est le cas de plus en plus d'enfants en France. Entrons maintenant dans ma consultation pour enfants surexposés aux écrans à Tresse, à côté de Bordeaux, où je reçois des enfants du monde entier. Alors je reçois les 2 parents, j'évalue, j'observe le comportement de l'enfant et son développement. Est-ce qu'il répond à son prénom quand je l'appelle? Est-ce qu'il me regarde dans les yeux? Est-ce qu'il joue? Est-ce qu'il joue de façon adaptée à son âge, notamment avec des jeux symboliques à partir de 18 mois? Est-ce qu'il est posé, calme ou agité? Est-ce qu'il comprend quand je lui demande une consigne? Donne le cube à papa, par exemple. Est-ce qu'il voit vers ses parents? Est-ce qu'il les regarde? Est-ce qu'il les sollicite? Est-ce qu'il a des stéréotypies? Je questionne les parents sur tous les écrans dans l'environnement de l'enfant, pour l'enfant et pour la famille de l'enfant en présence de l'enfant. J'explique aux parents l'impact des écrans, l'impact de la télévision allumée en sa présence et de la technoférence si les parents utilisent trop fréquemment leurs écrans. J'explique que le cerveau de l'enfant n'est pas détruit, il n'est pas né avec des anomalies, mais il a été très abîmé par la surexposition aux écrans. J'explique qu'il peut se réparer à condition de lui offrir un tout autre environnement, sans écran et très stimulant de la part des parents.
il va falloir modifier toutes les habitudes de la famille et c'est très difficile pour les parents. Et donc, je répète souvent dans mes conférences, les parents ne sont pas le problème. Les parents sont une grande partie de la solution. Alors, je demande aux parents, je ne leur dis pas arrêter les écrans. J'évalue leur capacité à arrêter les écrans et à modifier l'environnement. Est-ce que vous pouvez arrêter tous les écrans pour l'enfant? Oui ou non? Notamment, arrêter de donner votre smartphone. Est-ce que vous pouvez aussi arrêter tous les écrans en présence de l'enfant? Télévision, ordinateur, console de jeux vidéo, smartphone. Va falloir arrêter aussi, si c'est possible, tous les jouets lumineux et sonores qui font du bruit et de la lumière, parce qu'ils stimulent le cerveau de l'enfant de façon semblable aux écrans. Et ça va empêcher le cerveau de détruire les mauvaises connexions dans son cerveau, si on les maintient, et de créer des nouvelles, ce qui est possible grâce à la très forte plasticité du cerveau dans les premières années de l'enfant. Sortir dans la nature tous les jours et laisser l'enfant se salir, toucher toutes les textures qu'il va rencontrer dans la nature. Parce que dans la nature, tous les sens de l'enfant sont stimulés et le cerveau a le temps de traiter chaque information. Un petit caillou, quelle texture il a, quel poids, qu'est-ce que ça fait quand je le lâche. Une feuille d'un arbre, quand je la maintiens, elle s'effrite, elle s'envole. C'est pas possible de faire ça dans un centre commercial où il y a du bruit, du mouvement, des lumières qui clignotent tout le temps. Il va falloir aussi arrêter tous les jouets dérivés de ce que l'enfant regardait avant sur l'écran. Et avec les algorithmes, l'enfant regarde souvent toujours la même chose. Titouni, Baby Shark. J'ai eu un petit garçon l'année dernière complètement accro à Mickey. Et les parents viennent me voir 2 mois après l'arrêt des écrans en me disant, il y a beaucoup de progrès. Mais je ne voyais pas beaucoup de progrès chez cet enfant. Il jouait, c'était un progrès, mais aucune interaction avec lui. Et le papa me dit, on a tellement été triste pour lui de lui arrêter tous ses Mickey qu'on lui a acheté il y a une semaine 300 euros de jouets Mickey. Et à chaque fois qu'il joue avec un jouet Mickey, revient les symptômes qui ressemblent à l'autisme du syndrome épée. Parce qu'à chaque fois qu'il joue avec Mickey, revient dans son cerveau les musiques Mickey, les images Mickey, les scènes Mickey. Et le cerveau est en incapacité de détruire les mauvaises connexions créées à cause de trop d'heures Mickey et de créer les bonnes. Et je me souviens, le papa m'a dit, on fait tout ce que vous nous dites, Madame Ducanda, on sort tous les jours au parc et on va au manège. Ah ben non, je leur ai dit, n'allez pas au manège. Il y a du bruit, de la musique fort, des lumières qui clignotent, et en plus, il y a le Mickey qui descend devant l'enfant pour qu'il attrape la queue de Mickey. Cet enfant, ça fait presque 2 ans qu'il a arrêté les écrans. Il a complètement récupéré le développement de son âge, c'est-à-dire 6 ans. Alors, je donne un autre conseil aux parents. Docteur Ducanda, il va falloir, on commence à manquer de temps. Donc, je vais finir. Je vous laisse conclure rapidement. On va passer aux questions-réponses. D'accord. Donc, je demande aussi aux parents d'arrêter de leur apprendre les chiffres, les lettres et les couleurs. Et comment l'occuper? Bah, après la phase de sevrage, s'il y en a une, il découvre le monde, il bouge, il explore, laissons-le faire. Alors, je vais passer à la conclusion. Je voulais quand même dire que je conseille aux parents de faire toutes les tâches de la maison avec l'enfant et dès 18 mois, l'enfant peut participer à beaucoup de tâches. Je suis quand même embêtée de ne pas finir. Alors, en conclusion, si on ne veut pas que nos enfants deviennent comme ça, tu ne peux pas faire glisser l'image. Il faut que tu ailles jusqu'au prochain tableau. Rappelons-nous qu'aucune technologie ne pourra remplacer la chaleur d'un câlin, la douceur d'une caresse et l'intensité d'un regard. Et que c'est parfois là où il n'y a pas de Wi-Fi qu'on se connecte le mieux, avec la nature et les uns avec les autres et avec les enfants. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, c'était très intéressant et je suis sûre qu'on aura l'occasion de découvrir le reste de votre travail. So thank you, Dr. Ducanda, for this presentation. It was very enriching. I will now ask you a few questions. So how did CAUSE form? Comment s'est formé le CAUSE, Collectif sur Exposition Écran? Alors, j'ai prévu des petites... de vous présenter. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Vous voyez? Oui. Voilà. Donc, le collectif Cause s'est formé en 2017 à la suite de la vidéo d'alerte que j'ai posée sur YouTube le 1er mars 2017. Je rentrais chez moi tous les soirs après mon travail et mes enfants m'ont dit, il faut absolument que tu alertes et que tu partages sur tout ce que tu observes dans ton travail. Et cette vidéo d'alerte a été vue par
quelques professionnels qui travaillaient déjà sur cette question des écrans. Sabine Duflot, la psychologue à l'origine de la méthode des 4 pas, Bruno Harley, Carole Van Hout, orthophoniste. Et nous avons décidé tous ensemble de créer un collectif pour alerter davantage, répondre aux besoins des professionnels, répondre aux besoins des parents et aussi alerter les politiques. Vous avez ici la présentation du collectif Cause, psychologues, pédopsychiatres, pédiatres, médecins, enseignants et professionnels petite enfance. Super, merci beaucoup pour cette présentation. Thank you. You spoke at the United Nations in 2022. What was the response and how has awareness around screen time changed since? Alors, vous êtes intervenu aux Nations Unies en 2022. Quelles ont été les réactions et comment la sensibilisation autour du temps d'écran a-t-elle évolué depuis? Alors, je me suis rendu compte que c'était extrêmement difficile parce que donc il y a eu un grand sommet mondial en Ouzbékistan donc c'était engagement à l'action pour la transformation de l'éducation et la protection de la petite enfance qui ont rendu un rapport en novembre 2022. Et dans tout le rapport, quand ils parlent des écrans, c'est quand même pour dire que il faut que l'accès soit équitable, limiter la fracture numérique pour que tous les enfants du monde entier aient accès au numérique. Et on voyait plutôt l'aspect positif des écrans. Et on a quand même réussi à ce que soit mentionné, on le voit ici, l'exposition excessive aux écrans qui peut affecter la santé mentale et le bien-être des enfants, mais c'était pas évident. Par contre, j'ai continué à travailler avec l'UNESCO. Alors, je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas passer. Et il y a eu un rapport en 2023 qui s'appelle Global Education Monitor, rapport mondial de suivi sur l'éducation, qui a parlé de technologie dans l'éducation cette fois-ci. Et là, j'ai senti un virage parce que le titre, c'était Qui est aux commandes? Et il déclarait que dans plusieurs études, finalement, il y avait des conflits d'intérêts entre les études qui avaient été faites sur est-ce que c'est bénéfique d'avoir de la technologie dans l'apprentissage ou pas, et qu'il y avait des conflits d'intérêts avec les lobbies du numérique. Et la présidente de l'UNESCO avait dit à cette époque, la révolution numérique, qui dispose d'un immense potentiel, donc on voit qu'il faut toujours donner le côté positif, doit être encadrée dans l'éducation comme elle est dans le reste de la société. La technologie doit améliorer le processus d'apprentissage euh, et servir le bien-être des élèves et des enseignants plutôt que d'être utilisée à leur détriment. J'appelle à placer les besoins de l'apprenant au premier plan et soutenir le travail des enseignants. Les interactions en ligne ne peuvent en aucun cas remplacer les interactions humaines. Le plus important pour l'enfant, c'est le professeur. Donc on voit que le discours, il évolue et bien sûr, on s'en réjouit. Une très bonne chose en effet. Thank you. In 2022, you were working with organizations to share petitions and alert politicians in France of the dangers of screen time. How have the advocacy efforts developed? En 2022, depuis 2022, vous travaillez avec des organisations pour partager des pétitions et alerter les politiciens en France sur les dangers du temps d'écran. Comment ces efforts de plaidoyer ont-ils évolué? Alors, encore une fois, j'arrive pas à faire passer la slide-ci. Alors, ça fait le collectif Cause travaille avec Greenpeace, travaille avec d'autres collectifs. Nous sommes réunis en France dans le collectif Attention et nous alertons régulièrement les politiques, les députés, les sénateurs, les ministres, le président de la République ou l'épouse du président de la République dont on sait qu'elle l'influence beaucoup. Et c'était d'ailleurs un ancien professeur. Et on voit quand même que toutes nos actions avancent, puisque M. Macron, en janvier 2024, a nommé une commission de 10 experts chargés de rendre un rapport pour donner des recommandations au gouvernement pour protéger les enfants des effets des écrans. Ce rapport a été rendu au président de la République le 30 avril 2024. Il est disponible gratuitement sur Internet et il s'appelle Enfants et écrans à la recherche du temps perdu. Les mots des experts étaient extrêmement forts dans ce rapport, puisque ils nous disent que la Commission a acquis la conviction qu'elle devait assumer un discours de vérité pour décrire la réalité de l'hyperconnexion subie des enfants et des conséquences pour leur santé, leur développement, leur avenir, pour notre avenir aussi, celui de notre société,
celui de notre civilisation et peut-être même celui de notre humanité. Donc des mots très forts. Et parmi les 29 recommandations de la Commission, c'est aucun écran avant 3 ans, si possible aucun écran avant 6 ans, aucun écran pour les enfants avant l'école, entre 0 et 3 ans, dans les crèches notamment, et dans les écoles maternelles. Alors qu'actuellement, en France, il y a des écrans pour les enfants de 3 à 6 ans dans les écoles. Aucun écran pour les professionnels qui s'occupent d'enfants de 0 à 6 ans. Et globalement, d'interdire les conceptions addictogènes de certains services numériques, puisque les parents sont captés, subissent l'addiction aussi aux écrans. Merci beaucoup, thank you. Nous avons une question de la part du public. Euh, alors, c'est une question en plusieurs étapes. Quelles sont vos recommandations pour un processus d'intervention pour une étude, une étude réalisée, une étude humaine sur des êtres humains, pour la méthodologie? Et comment pourrions-nous sensibiliser davantage les États-Unis? Et enfin, est-ce que le nom d'autisme virtuel est le nom reconnu? Parce qu'apparemment, cette personne donc, qui est étudiante a reçu des réticences de la part de la communauté générale par rapport à ce nom d'autisme virtuel. Alors, je vais commencer par la troisième question. Euh, Beaucoup de professionnels qui s'occupent de jeunes enfants euh, observent la même chose que nous, sont convaincus, c'est du bon sens, hein. L'enfant est privé de ses besoins pour se développer, donc il a des troubles du développement et qu'on peut confondre avec de l'autisme. Donc le terme autisme virtuel désigne des enfants qui ont des signes d'autisme liés à une surexposition au monde virtuel. Et puis on peut dire autisme virtuel parce que c'est pas vraiment de l'autisme. Et en France aussi, on a beaucoup de réticences, notamment par les spécialistes de l'autisme et les quelques associations très virulentes de parents d'enfants autistes. C'est compliqué de changer son logiciel de médecin, de changer son logiciel de professionnel et se rendre compte qu'il va falloir qu'on voit les choses complètement différemment. Et pour les parents d'enfants autistes, c'est compliqué de se dire que c'est peut-être pas génétique, que peut-être ils ont une responsabilité parce qu'ils auraient pu ne pas surexposer leurs enfants. Ils ont peur aussi de ne pas avoir accès à des soins, des diagnostics et des aides dans les écoles parce qu'on ne reconnaît pas l'autisme de l'enfant. Et pour toute cette raison, il y a des réticences. Ce que je vois, c'est que les réticences sont en train de tomber et qu'on est de plus en plus nombreux à reconnaître ce phénomène. Donc, beaucoup d'enfants qui reçoivent des diagnostics d'autisme dans le monde sont des enfants qui sont des autistes virtuels ou des syndromes épais. Par rapport à votre première question, c'était des recommandations pour mener des études. Alors, c'est une grande question aussi de controverse et de polémique sur les études. On est aujourd'hui à quasiment 8000 études internationales qui montrent, pour la plupart, un effet délétère sur de la surexposition des écrans sur le développement de l'enfant. Et pourtant, on est critiqué, ces études sont critiquées parce que ce seraient des études de corrélation et pas des études de causalité. C'est-à-dire qu'on associe un trouble avec un temps d'écran et on nous dit que ça ne veut pas dire que c'est à cause du temps d'écran qu'il y a le trouble, ça peut être l'inverse, c'est parce que l'enfant a des troubles qu'il a un temps d'écran important. Mais en fait, il faut absolument se dire que les données scientifiques sont suffisantes, même s'il faut continuer à en faire, parce qu'on ne fera jamais d'études de causalité suffisamment probantes. Parce qu'il faudrait prendre 2000 enfants de 6 mois, les exposer 5 heures par jour aux écrans pendant 6 mois, et les comparer à des bébés semblables de 6 mois qui n'auraient pas été exposés aux écrans. Et ça ne se fera jamais pour des raisons éthiques. Donc n'attendons pas des études qui ne se feront jamais. Nous avons des données cliniques et bibliographiques suffisantes pour protéger les enfants et légiférer et informer les parents. Et votre deuxième question, je ne me souviens plus, c'était... Euh, C'était sur comment améliorer la prise de conscience aux États-Unis. Et je vais ajouter une autre question, puisqu'on manque de temps, on est déjà censé avancer. Mais une dernière question qui va en fait concerner le temps de récupération. Donc déjà, est-ce que c'est possible, lorsqu'on arrête les écrans, de récupérer sur l'ensemble des symptômes? Et si oui, en moyenne, combien de temps ça prend? Alors, ça dépend de beaucoup de choses. D'abord, je pense que ça dépend de chaque enfant et qu'on a une susceptibilité individuelle. Mais au-delà de ça, ça va dépendre du moment où l'exposition aux écrans a commencé,
du temps d'écran, du temps d'écran des parents, on l'a dit, et de tout le reste. Est-ce qu'on sort se promener avec l'enfant? Est-ce qu'on lui parle? Est-ce qu'on joue avec lui ou pas? Et ce que je peux vous dire, c'est que je vois des situations cliniques complètement différentes après le Covid par rapport à avant le Covid. Avant le Covid, je pouvais avoir des enfants qui, en un mois, 2 mois, récupéraient le niveau de développement de leur âge. Depuis le Covid, où les familles, les bébés, les parents ont été massivement exposés aux écrans, et les parents télétravaillaient, les crèches étaient fermées, et ils n'ont pas eu d'autre choix que de mettre leur bébé devant les écrans, des fois 8 heures par jour depuis l'âge de 3 mois. Je vois des symptômes sévères qui mettent beaucoup plus de temps à s'estomper et à disparaître. Et là où il me fallait 1 mois, 2 mois pour récupérer le développement normal de l'enfant, il me faut aujourd'hui 1 an à 2 ans. Donc attention, si vous avez un enfant massivement surexposé aux écrans depuis les premiers mois de la vie, qui au bout de 2 mois a encore des symptômes, notamment le langage qui met beaucoup de temps à apparaître, s'il ne faut pas éliminer les écrans et se dire qu'il est autiste, ça peut quand même être un enfant surexposé aux écrans. Il faut être très patient aujourd'hui. Merci beaucoup, Dr. Dukandar. Thank you a lot, Dr. Dukandar.